Quand chaque voix peut bouleverser un pays, que risque vraiment la jeunesse ougandaise? Le suspense qui entoure l'élection ougandaise est mondial, et pour cause, ce scrutin n'est pas un simple épisode électoral. Il représente un moment de bascule qui pourrait inspirer ou décourager toute une génération africaine. D'un côté, Bobi Wine, symbole d'une jeunesse qui refuse d'être réduite au silence et de subir la fatigue des promesses non tenues, aspire à tourner la page d'un passé figé dans l'immobilisme. De l'autre, Yoweri Museveni, qui règne sur l'Ouganda depuis presque 4 décennies, soit plus de 37 années, est prêt à tout pour défendre avec âpreté le pouvoir qu'il détient depuis l'époque où la télévision suffisait pour contrôler une nation. Mais ce duel n'est pas seulement l'histoire de deux hommes, c'est l'opposition entre deux visions de l'Ouganda et de l'Afrique tout entière. L'ordre ancien, prêt à tout pour se préserver, et l'élan d'une jeunesse connectée, avide de justice et de renouveau. L'État verrouille tout. Internet coupé, opposants pourchassés jusque dans les villages les plus reculés, rues quadrillées par l'armée, journalistes réduits au silence ou contraints à l'exil. Dans ce contexte, chaque bulletin de vote n'est plus un simple choix politique, mais devient une preuve de courage, un acte de résistance. Chaque voix ose défier un système qui, depuis des décennies, préfère l'ombre à la lumière. Cette tactique du blackout numérique, on l'a vu ailleurs. En Iran, en 2009, Internet a été coupé pour empêcher la jeunesse de protester contre de supposées fraudes électorales. Au Bélarus, en 2020, le gouvernement de Loukachenko a imposé la même stratégie pour écraser la contestation après l'élection. À chaque fois, la coupure d'Internet traduit la peur panique du pouvoir face à la mobilisation populaire. L'Ouganda ne fait donc que rejoindre une sombre liste de pays où la démocratie est vue comme un danger pour l'ordre établi. Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, cristallise ainsi les rêves digitaux d'une jeunesse qui veut briser le silence imposé par l'État. Il n'est pas le premier musicien à se transformer en leader politique. On se souvient de Fela Kuti au Nigeria, qui utilisait sa musique pour dénoncer la corruption, ou encore de Youssou N'Dour au Sénégal, qui s'est engagé en politique pour défendre la voix des sans-voix. Mais Bobi Wine, lui, incarne aussi la puissance des réseaux sociaux à l'ère numérique. Il a su transformer des chansons en slogans, des concerts en meetings et des hashtags en mouvements de rue. Face à cette effervescence, le pouvoir multiplie les coups. Arrestations arbitraires, violences gratuites, campagnes de calomnie et militaires déployés au moindre rassemblement. La stratégie est claire: intimider, diviser et user la détermination de la jeunesse. À titre d'exemple, lors de l'élection présidentielle de 2021, Bobi Wine a été arrêté à plusieurs reprises, ses partisans tabassés, ses meetings interdits. Malgré cela, des milliers de jeunes sont descendus dans la rue, parfois au péril de leur vie, pour réclamer un changement pacifique. Ce n'est donc pas seulement l'avenir de Bobi Wine qui se joue ici. C'est celui de toute une jeunesse africaine, de Dakar à Addis Abeba, de Kinshasa à Nairobi. Si Bobi Wine est écrasé, c'est la foi en la démocratie qui s'effondre, et avec elle l'espoir d'une transition pacifique pour toute une génération. L'histoire nous l'a déjà montré. La désillusion, lorsqu'elle est profonde, ouvre la porte à la résignation, voire à la radicalisation ou à la violence armée. Ce fut le cas en Côte d'Ivoire après la crise post-électorale de 2010, ou encore au Soudan après la répression sanglante de 2019. Victoire historique ou cible à abattre? Le choix est désormais entre les mains de chaque jeune Ougandais, mais il résonne bien au-delà des frontières du pays. Mais comment ce bras de fer s'est-il imposé dans un pays si longtemps muselé? Pour comprendre ce moment charnière, il faut remonter à l'émergence de Bobi Wine, à ses débuts dans les quartiers populaires de Kampala, et à la montée des tensions sous Museveni. Bobi Wine a grandi dans les rues de Kamwokia, où il a observé la précarité, le chômage de masse et le manque d'opportunités pour la jeunesse. Il s'est fait connaître dans les années 2000 comme « Ghetto President », donnant une voix aux oubliés du système. Comment un chanteur issu des quartiers populaires est-il devenu la plus grande menace pour un régime enraciné depuis près de 40 ans? L'élection de 2026 s'annonce comme un choc inédit. D'un côté, Yoweri Museveni, président depuis presque 4 décennies, ne lâche rien, vise un 7e mandat
et s'appuie sur un appareil sécuritaire redoutable. De l'autre, Bobi Wine, enfant de la rue devenu superstar, incarne le rêve d'une jeunesse connectée, avide de renouveau et de justice sociale. Sur les réseaux sociaux africains et mondiaux, la contestation enfle comme une marée. On se souvient des images de la révolution de jasmin en Tunisie, en 2010, où Facebook et Twitter ont été des instruments essentiels à la mobilisation. Aujourd'hui, en Ouganda, les images de foules galvanisées, les hashtags viraux et l'énergie de la rue font renaître l'espoir, malgré la menace omniprésente de la répression. Bobi Wine incarne ce souffle, la conviction que la politique n'est plus l'apanage des anciens, mais le terrain de jeu d'une génération qui refuse de se taire. Face à ce vent de changement, le pouvoir verrouille tout. Kampala croule sous les patrouilles, ONG muselées, journalistes poursuivis, Internet coupé. La confiance s'effrite, la peur s'impose. Chaque voix dissidente est traquée, chaque bulletin de vote devient un acte de courage. Ici, perdre le contrôle du récit, c'est risquer de voir la jeunesse sombrer dans la résignation et l'espoir s'étouffer sous la chape de la peur. Mais cette bataille dépasse slogans et refrains. Si la jeunesse échoue à bousculer l'ordre établi, le rêve démocratique pourrait s'éteindre, et avec lui, la foi en toute possibilité de changement. Ce qui se joue à Kampala débordera bientôt des frontières. Le destin de Bobi Wine, c'est aussi celui de millions de jeunes Africains qui veulent croire en leur voix. En Afrique francophone, des jeunes du Burkina Faso, du Niger ou du Mali observent ce qui se passe à Kampala avec la même impatience et le même espoir. À mesure que la tension monte, chaque prise de parole devient un risque calculé. Souvenez-vous de Thomas Sankara, au Burkina Faso, qui paya de sa vie son engagement pour une Afrique libre et indépendante. Mais pour Bobi Wine et ses partisans, l'heure n'est plus à la prudence. Ils savent que leur combat les dépasse. Un échec pourrait signifier une décennie supplémentaire de stagnation politique pour toute la région. Que se passe-t-il lorsqu'un État préfère couper l'Internet plutôt que risquer la voix de son peuple? Cette question obsède l'Ouganda à la veille de l'élection capitale de 2026. Les exemples récents abondent. Au Zimbabwe, en 2018, Internet a été coupé pendant les manifestations contre la hausse du prix du carburant. En Égypte, lors du printemps arabe, la coupure d'Internet n'a pas suffi à éteindre la révolte, mais elle a durci la répression. À quelques jours du vote, le gouvernement impose un blackout numérique. Réseaux sociaux, messagerie, accès à l'actualité, tout disparaît. Cette coupure vise à empêcher la jeunesse de s'organiser, à bâillonner l'opposition, à verrouiller chaque mot du récit officiel. L'étau se resserre, l'angoisse monte. Les familles craignent pour leurs enfants. Certains hésitent à sortir de chez eux, d'autres bravent l'interdit pour aller voter, conscients du risque. Mais la répression ne se limite plus aux écrans. Elle s'incarne dans la rue par la force. Arrestations arbitraires, intimidations, violences policières frappent opposants, journalistes, simples sympathisants de Bobi Wine. Les bureaux de vote, censés incarner la liberté, se transforment en forteresses, encerclées de soldats armés. Voter devient un acte de courage, parfois de défi, comme ce jeune Ougandais, John, qui raconte avoir traversé la ville à pied, évitant les checkpoints, pour déposer son bulletin dans l'urne. Dans ce climat, la jeunesse découvre une vérité glaciale. Chaque affiche, chaque mot, chaque geste peut faire d'un citoyen ordinaire une cible. La peur se propage, renforcée par la certitude que le régime n'a plus de limites pour protéger son pouvoir. Les familles se réunissent en secret. Les leaders changent de téléphone chaque jour. Et les messages sont codés pour éviter la surveillance. À l'étranger, les regards se posent, mais les mains restent liées. Les déclarations inquiètes pleuvent des capitales occidentales, mais derrière la façade, ce sont les contrats pétroliers et la stabilité régionale qui comptent. La démocratie, elle, demeure reléguée au second plan. Le silence de la communauté internationale rappelle celui qui régnait lors de la crise au Rwanda en 1994 ou lors du massacre de Tiananmen en Chine. Fermer les yeux, c'est accepter que la souveraineté ne soit qu'une illusion. C'est signifier que la voix du peuple n'a d'importance que si elle ne dérange pas l'ordre établi. Surtout,
c'est transmettre à la jeunesse le message le plus toxique. L'espoir peut être piétiné, et la peur érigée en mode de gouvernance. L'histoire montre que, trop souvent, l'indifférence internationale nourrit la brutalité des régimes autoritaires. Mais dans l'ombre, une résistance s'organise. Face au silence imposé, la jeunesse ougandaise cherche de nouvelles voies pour faire entendre sa voix. Les graffitis apparaissent sur les murs, des chansons contestataires circulent sous le manteau, et des radios clandestines diffusent les messages de l'opposition. Les jeunes se souviennent du rôle déterminant des radios libres pendant la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud ou du samizdat en Union soviétique. Quand la voix officielle écrase tout, l'ingéniosité populaire invente toujours des chemins alternatifs. À quoi ressemblera l'Afrique si l'ancien modèle s'impose à nouveau ou si la jeunesse parvient à forcer la transition? Cette interrogation, née en Ouganda, résonne de Dakar à Addis Abeba. Car le sort de Bobi Wine est aussi celui de millions de jeunes Africains qui rêvent d'un autre avenir. En Côte d'Ivoire, la jeunesse a été le moteur de la mobilisation pour l'alternance en 2010. Au Nigeria, le mouvement Evensars a montré que la rue peut renverser la peur. Imaginons deux chemins. Dans le premier, Bobi Wine accède pacifiquement au pouvoir. Ce serait un séisme. Pour la première fois depuis près de 40 ans, un dirigeant jeune, issu du peuple, renverserait l'ordre établi sans violence. L'Afrique verrait qu'une alternance sans effusion de sang est possible, et l'espoir renaîtrait du Sénégal à l'Éthiopie. Comme en 2000 quand Abdoulaye Wade mit fin à plus de 40 ans de règne socialiste au Sénégal grâce à un large mouvement populaire. Mais il existe un second avenir, bien plus sombre. Si le régime brise Bobi Wine, par l'exil, la prison ou pire, il en ferait un martyr. Le message serait limpide. Rêver d'alternance, c'est risquer sa vie. La jeunesse pourrait céder au découragement, devenir cynique ou se radicaliser. L'idée même de changement pacifique deviendrait suspecte et la violence risquerait alors de devenir la seule langue comprise par les pouvoirs. L'histoire du printemps arabe regorge de jeunes leaders brisés. Et parfois, la frustration s'est muée en conflits armés, comme en Libye ou en Syrie. Le régime, lui, calcule froidement. Partager le pouvoir, c'est risquer de tout perdre. Écraser l'opposition, c'est intimider une génération entière. Chaque issue en Ouganda fera école dans chaque pays où la jeunesse bout d'impatience après des décennies d'immobilisme. On l'a vu au Burkina Faso, où la chute de Blaise Compaoré en 2014 a déclenché une vague d'espoir dans toute la sous-région. Le sort de Bobi Wine devient un test pour toute la jeunesse africaine. S'il triomphe, il ouvre la voie à d'autres. S'il chute, il avertit. Le système ne reculera devant rien pour survivre. Cette leçon ne sera pas perdue pour les jeunes du Burkina Faso, du Nigeria ou de la RDC, qui se souviennent de la dureté des transitions ratées. Face au blackout numérique imposé par le régime, la mobilisation doit se réinventer. Sans accès à Internet, les jeunes sont contraints de se rassembler dans la rue, de retrouver le courage des rassemblements physiques. Mais la peur plane. Pour certains, elle brise l'élan. Pour d'autres, elle aiguise la détermination. C'est là que se dessine le véritable pari de l'avenir. Au Soudan, en 2019, la jeunesse a maintenu la contestation malgré la coupure totale d'Internet, utilisant les mosquées, les marchés et les stades comme point de ralliement. Le choix ougandais dépasse la question d'une simple élection. Il décidera si l'Afrique croit encore à la transition pacifique ou si elle bascule dans le cynisme, voire la violence. À chaque arrestation, chaque coupure d'Internet, chaque intimidation, c'est l'idée même d'espoir qui vacille ou qui se renforce dans la clandestinité. L'histoire du Mozambique, du Ghana ou de la Tunisie regorge de moments où la clandestinité a précédé la victoire démocratique. Alors, face à cette impasse, une nouvelle question surgit. Comment la jeunesse et l'opposition peuvent-elles non seulement survivre, mais résister et surtout reconstruire l'espoir? Sur le terrain, la tension ne cesse de monter et chaque geste du régime ou de l'opposition peut faire basculer l'histoire. Bientôt, la rue deviendra le théâtre d'un affrontement décisif. C'est le moment où la discipline collective compte autant que le courage individuel. Dans de nombreux pays, ce sont les actions coordonnées, la capacité à documenter les abus et à les faire connaître,
qui ont permis de retourner l'opinion internationale. Quand les hashtags disparaissent, que reste-t-il de la résistance? Lorsque la connexion s'effondre, ce n'est plus seulement la voix de Bobi Wine qu'on cherche à étouffer, mais tout un espoir générationnel. Dès lors, comment la jeunesse peut-elle protéger ses leaders et survivre à la répression, quand le virtuel ne suffit plus? Première leçon, la solidarité doit franchir l'écran. Il faut documenter chaque abus, chaque intimidation, en conservant des preuves physiques ou numériques bien protégées. S'organiser localement, former des cellules discrètes pour veiller les uns sur les autres et sécuriser ceux qui portent la voix du changement devient vital. Au Zimbabwe, lors des manifestations de 2018, des jeunes ont caché des vidéos sur des clés USB enterrées pour pouvoir les diffuser plus tard. Quand l'Internet s'écroule, la résistance ne doit pas s'effondrer avec lui. Il est crucial d'installer des réseaux d'alerte hors ligne, relais d'informations par SMS, radio communautaire ou même messagers à pied. Les mouvements les plus prévoyants mettent en place des groupes de soutien juridique, des caisses d'aide pour les familles frappées et des canaux alternatifs pour garder le contact, même sous blackout. L'expérience du mouvement du 11e février en Égypte a montré que des réseaux de solidarité peuvent survivre même sans technologie. Mais il ne faut jamais céder à la provocation de la violence. La véritable force du nombre, c'est la discipline et la stratégie. Rester pacifique, imprévisible, ne pas offrir à la répression le prétexte d'écraser tout le monde. Les dictateurs raffolent du chaos pour justifier leur matraque. Gandhi, en Inde, l'a prouvé. La discipline non violente peut désarçonner les régimes les plus brutaux. Bobi Wine, comme Ibrahim Traoré ou Thomas Sankara autrefois, n'est qu'un visage, un symbole. La vraie force, ce sont les innombrables anonymes dans chaque quartier, chaque village. Si l'organisation faiblit ou se divise, le régime l'emporte. Mais si elle tient, le symbole survit, même si un leader tombe. On se souvient qu'après l'assassinat de Patrice Lumumba au Congo, le mouvement indépendantiste a survécu grâce à la mobilisation populaire. Sans organisation concrète, la répression balaie tout. La peur tue l'espoir, et le symbole risque de disparaître, enfoui sous un silence imposé. C'est pour cela que la formation de relais, de groupes de veille et la multiplication de canaux d'information est cruciale, même au risque de la clandestinité. Mais cette organisation, aussi solide soit-elle, résiste-t-elle vraiment à la lassitude et à la peur? Jusqu'où la jeunesse ougandaise est-elle prête à aller pour que l'espoir ne s'éteigne pas? Le destin de Bobi Wine ne dépend pas seulement des manœuvres du pouvoir, mais du choix de chaque individu. Croire que tout se joue loin de nous, dans les coulisses opaques, c'est oublier que notre silence pèse autant que la matraque officielle. Quand un régime n'hésite devant aucune brutalité, l'indifférence collective devient la complice silencieuse d'une oppression qui se perpétue. La jeunesse ougandaise refuse d'être simple témoin. Elle est une force capable d'ouvrir la voie vers l'espoir ou de laisser la résignation l'emporter. Bobi Wine n'est pas qu'un nom ou un hashtag. Il porte les rêves, mais aussi les peurs, de toute une génération qui sait que le monde, et ses propres dirigeants, la scrutent. Les jeunes Ougandais se souviennent que, dans les années 90, le silence de la société civile avait permis au régime de se renforcer. Aujourd'hui, ils veulent écrire une autre histoire. En Ouganda, comme partout en Afrique, la tentation du repli grandit quand l'espoir est volé par la censure, les coupures d'Internet, la violence d'État. Pourtant, chaque silence, chaque hésitation, chaque action différée nourrit la légitimité de ceux qui veulent tuer le changement avant qu'il n'éclose. Refuser de s'informer, de partager, de questionner, c'est accepter que la peur règne sans partage. Dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, c'est la multiplication des petits actes de résistance, du port du brassard noir au boycott des bus, qui a fini par fissurer le système. Mais l'engagement, même discret, peut ouvrir des brèches. Être solidaire, informer ses proches, documenter les abus, maintenir une pression constante, c'est amplifier l'étincelle d'un seul homme en un mouvement collectif et rappeler aux puissants que nul n'est à l'abri du regard public. Ne soyons pas dupes, la communauté internationale n'agit que guidée par ses propres intérêts. Les véritables alliés sont dans les quartiers, les familles, les cœurs qui refusent de servir de décor à une mascarade démocratique. Les mouvements de femmes,
Les syndicats, les associations étudiantes peuvent jouer un rôle décisif, comme en Tunisie lors de la révolution de 2011. L'enjeu dépasse Bobi Wine. Il s'agit de la survie de la démocratie, de la dignité de millions de jeunes Africains. Si la peur triomphe, c'est l'avenir qui s'assombrit, condamné à répéter les abus d'hier. Mais rester debout, même lorsque l'écran s'éteint, c'est forcer le système à reculer, fissurer le mur du silence et changer le cours de l'histoire. L'Afrique l'a déjà prouvé. Une génération unie a su renverser des empires que l'on croyait inébranlables. De la chute de l'apartheid en Afrique du Sud à la mobilisation contre le régime de Blaise Compaoré, chaque victoire a commencé par la détermination d'une poignée d'individus. L'inaction enracine la nuit, tandis que la mobilisation, même minime, rallume la flamme. Il suffit parfois d'un acte, d'une vidéo partagée, d'une conversation courageuse pour enclencher une dynamique collective. Les syndicats, les artistes, les journalistes citoyens, tous ceux qui refusent la fatalité, sont les architectes de l'avenir. Ce soir, le choix est nôtre. Rester spectateurs d'un drame annoncé ou devenir les acteurs d'un avenir à inventer. L'histoire ne retiendra pas ceux qui se sont tus, mais ceux qui ont refusé de laisser mourir la lumière. L'Ouganda aujourd'hui nous invite à choisir entre la résignation et l'espérance, entre la peur et la dignité. Le combat continue, et il appartient à chacun de décider de quel côté de l'histoire